Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à mon cours d'histoire militaire qui porte cette fois sur la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848. Mon nom est Carl Pépin, je suis historien. Il m'a fait à nouveau plaisir de vous accueillir sur mon canal YouTube portant sur divers épisodes de l'histoire militaire mondiale. Alors cette semaine donc, comme je le disais, j'ai décidé d'aborder peut-être un sujet qu'on voit moins souvent, disons, dans l'histoire militaire ou qui, à tout le moins, suscite un peu moins d'intérêt en général, soit celui de la guerre entre les États-Unis et le Mexique qui s'est déroulée de 1846 à 1848 et qui pourtant est une guerre qui fut fort importante de par ses enjeux, aussi divers que nombreux. Rappelons dans un premier temps que cette guerre, la guerre américano-mexicaine, donc de 1846 à 1848, peut être considérée comme la première guerre à l'échelle internationale menée par les États-Unis dans le contexte de ce qu'on appelait alors la destinée manifeste. Qu'est-ce que c'est que la destinée manifeste? Eh bien, d'abord, c'était une doctrine qui était, disons-le d'emblée, défendue par les démocrates républicains, donc qui était une formation politique aux États-Unis alors, sous la direction du président James Polk, et qui disait qu'essentiellement que donc la destinée manifeste était une sorte d'idéologie impérialiste voulant que la nation américaine avait une mission divine, c'est-à-dire d'étendre vers l'ouest, donc jusque vers le Pacifique, ce qu'on appelait alors la fameuse civilisation et la démocratie. Alors en gros, c'est ça la destinée manifeste qui disons, alimenter les esprits un peu plus belliqueux de l'époque vers la guerre contre le Mexique. Donc, cette idée-là d'étendre la civilisation et la démocratie des États-Unis. Et à cet égard, eh bien, notez, mesdames et messieurs, que le président James Polk avait délibérément provoqué un différend frontalier avec le Mexique dans le but de s'emparer du territoire d'abord du Nouveau-Mexique et puis de la Californie. Et de plus, eh bien, notez également que le Mexique n'avait jamais accepté l'indépendance du Texas. D'ailleurs, on se rappellera du fameux siège de Fort Alamo en 1836. Bref, le Mexique n'avait jamais accepté l'indépendance du Texas, ni ses prétentions sur les cours d'eau qui étaient que sont toujours en fait le Rio Nueces et le Rio Grande. Et suivant l'annexion du Texas par les États-Unis au début de 1845, donc, eh bien, il y eut une sorte de mission d'observation de l'armée américaine sous les ordres d'un très célèbre général à l'époque, qui était le général Zachary Taylor, qui avait quitté la Louisiane pour se rendre justement en observation sur l'un des cours d'eau importants que j'ai mentionné, qui était le Rio Nueces. Et le premier accrochage avec les forces mexicaines, donc dans cette guerre américano-mexicaine qui débute parce que les États-Unis veulent agrandir leur territoire, eh bien, le premier accrochage avec les forces mexicaines a eu lieu au mois de mai de l'année suivante, en fait, donc on est en mai 1846, même si la guerre avait débuté un an plus tôt, où à peu près 3700 soldats mexicains avaient attaqué la force de Taylor, qui, elle, était composée de 2300 soldats sous le Rio Nueces. Les Mexicains avaient été repoussés après une bataille à Palo Alto, et ils ont été défaits dans la municipalité en fait de Resaca, de La Palma, ce qui avait forcé donc les soldats mexicains à se replier derrière le Rio Grande. Et je vais vous le montrer sur la carte par ailleurs. Et par conséquent, bien, notez également que le Congrès des États-Unis avait déclaré officiellement la guerre au Mexique le 13 mai 1846, malgré, comme je vous le mentionnais, qu'il y avait des tensions à la frontière, tensions combinées à certains accrochages sur le terrain. Donc, ça, c'est à peu près le premier chapitre de cette guerre américano-mexicaine. Mais il ne faut pas oublier également que vous aurez compris, mesdames et messieurs, qu'il y a eu certaines intrigues politiques de la part du président James Polk et de son parti démocrate républicain, qui est un parti, disons, pro-guerre, un parti un peu plus belliqueux. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y avait aussi des intrigues politiques du côté du Mexique. Et je m'explique là-dessus, en fait, en abordant plus particulièrement le rôle d'un homme politique mexicain très important qui était Antonio López de Santa Anna. Hormis les incidents que je vous ai mentionnés donc,
Cette guerre américano-mexicaine avait débuté d'une manière encore plus sombre et dissimulée. Et je m'explique. Les agents du président Polk, qu'on pourrait qualifier d'espions dans certains cas, avaient encouragé le retour au Mexique d'un ancien dictateur en exil, donc que je viens de vous nommer, qui était Antonio López de Santa Anna. En fait, les États-Unis avaient encouragé son retour au Mexique, plus précisément au mois d'août de 1846. Et dans le but probable de rétablir sa réputation, bien, Santa Anna avait consenti à un arrangement avec le gouvernement des États-Unis. Et quel était cet arrangement dans ses principaux termes? Eh bien, les voici. D'abord, il était stipulé dans l'arrangement entre Santa Anna et James Polk que les forces américaines iraient occuper des points stratégiques, par exemple les points stratégiques au Mexique qui étaient Saltillo et également les municipalités de Tampico et de Veracruz, afin de lui assurer une base pour reprendre le pouvoir. Puis Santa Anna vendrait, excusez-moi, aux États-Unis par la suite les territoires qu'il réclamait pour une somme exorbitante à l'époque et qui est encore exorbitante aujourd'hui, à savoir la somme de 30 millions de dollars américains. Alors, c'était les termes de l'entente pour le retour au pouvoir de Antonio López de Santa Anna. Et parallèlement, devant la faiblesse militaire et l'instabilité politique du Mexique, Santa Anna avait offert ses services militaires au président en fonction, qui était Gómez Farias, afin de repousser l'invasion étrangère. Vous l'aurez compris, l'invasion des États-Unis. Et désespéré, bien, le gouvernement mexicain avait accepté l'offre de Santa Anna, qui, rappelons-le, négociait secrètement avec les États-Unis pour la vente des territoires que je vous ai mentionnés. Et évidemment, bien, aux yeux de plusieurs observateurs de l'époque, Santa Anna passa pour un traître à sa patrie, mais celui-ci savait que le Mexique n'avait pas les moyens de garder les territoires convoités par les Américains. Or, une fois arrivé au pouvoir, notez, mesdames et messieurs, que Santa Anna avait brisé ses deux engagements. D'abord, son coup d'État contre Gómez Farias et la guerre contre James Polk. Et Santa Anna, autrement dit, avait dirigé ouvertement la lutte contre les États-Unis d'Amérique. Donc, ça, c'est un peu pour le chapitre, disons, des intrigues politiques du côté des Mexicains. Maintenant, je vous ramène à la situation le long de la frontière, en fait, qui est la frontière actuelle entre les États-Unis et le Mexique sur le Rio Grande. Entre-temps, donc, sur le terrain, les territoires du Nouveau-Mexique et de la Californie étaient rapidement tombés aux mains des forces américaines commandées par le général Stephen Kearny. Et sur ces arrières, donc sur les arrières des soldats américains de Kearny, il faut noter également qu'il y avait eu une révolte des Indiens Pueblo et de certains Mexicains qui avaient refusé de se soumettre aux États-Unis. Et dans les deux cas, la révolte des Indiens de Pueblo et celle des Mexicains habitant dans les actuels territoires du Nouveau-Mexique et de la Californie avaient été écrasées par les forces du général Sterling Price. Et là, nous sommes au début de janvier de 1847. Tandis que le colonel Alexander Doniphan avait dirigé quelques 700 volontaires du Missouri contre les puissants Navajos. Et par la suite, bien, notons également que le colonel Doniphan avait marché avec sa petite troupe sur le Mexique, sur un terrain difficile où il avait fini par vaincre un ennemi mexicain plus nombreux et bien abrité dans l'actuelle ville de Chihuahua. Toujours sur le front du Rio Grande, donc, le commandant mexicain local avait également ignoré les ordres de retraite vers la ville de Saltillo, qui était plus facile à défendre, je vous dirais, des ordres qui avaient été émis par Santa Anna, et il avait préféré se retrancher dans la municipalité de Monterrey. Et c'est alors que le général Zachary Taylor a décidé de prendre d'assaut cette ville en septembre de 1846, mais il avait autorisé les défenseurs mexicains à battre en retraite plus à l'intérieur du pays. Et vous me demanderez qu'est-ce qui avait amené le général Taylor à prendre cette décision? Eh bien, la décision du général Taylor d'autoriser une large partie du contingent mexicain à évacuer la ville de Monterrey avait reposé sur sa conviction qu'une invasion à partir du nord vers la ville de Mexico City si vous préférez, n'était pas viable et il préférait repousser l'ennemi
derrière ses frontières afin notamment de gagner du temps pour refaire ses forces. Et en effet, bien, notons que l'armée de Taylor était minée par une série de désertions massives. Et en fait, je vous dirais même que dans une certaine mesure, l'armée mexicaine était également minée par des problèmes de désertion. Si bien qu'à elle seule, bien, la force militaire de Taylor avait encaissé la plupart des 9000 désertions que subit l'armée américaine au cours de cette guerre américano-mexicaine. Imaginez-vous 9000 hommes, c'est l'équivalent de 2 brigades d'infanterie ou d'une petite division d'infanterie qu'il avait perdue juste à cause des désertions. Mais toujours est-il que Taylor avait, Taylor perdit aussi autant d'hommes qui refusèrent de se réengager ou qui furent expulsés de l'armée en raison de problèmes d'indiscipline que l'armée américaine peinait fortement à gérer. Et probablement mis au fait des problèmes dans l'armée de Taylor et aussi en raison du fait que celui-ci s'apprêtait à détacher une partie de sa force pour une expédition maritime contre la municipalité côtière de Veracruz, eh bien, notons également que Santa Anna avait décidé de lancer un assaut en février de 1847 avec ses 15 000 hommes. Et à Buena Vista, qui était au sud de Saltillo, la force supérieure en nombre de Santa Anna parvint à faire reculer les quelques 5000 soldats du général Taylor. Et plutôt que d'entamer la poursuite, en fait, le Mexicain Santa Anna avait préféré à son tour battre en retraite et le théâtre d'opération allait se transformer de manière à favoriser ces actions ou des actions de guérilla qui étaient à peu près sans lendemain. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hésitation, de tergiversation de part et d'autre du côté américain et du côté mexicain, ce qui peut en partie expliquer, combiné aux désertions et sans doute aux maladies et à la difficulté du terrain, au prolongement de cette guerre américano-mexicaine qui, dans les faits, aurait pu peut-être, et c'est mon hypothèse en fait, durer moins longtemps. Mais toujours est-il que maintenant, le conflit se prolonge et un des épisodes importants de ce conflit-là sera le débarquement des forces américaines à Veracruz. Rappelons que Santa Anna craignait, à juste titre, je vous dirais, une invasion ennemie par la mer. Donc, il y avait une invasion par la terre, rappelez-vous, autour du Rio Nueces et du Rio Grande en 1846. Mais Santa Anna craignait donc une invasion par la mer et ce qui arriva éventuellement par la capture initiale de la ville de Tampico par la marine américaine, puis le débarquement d'une expédition terrestre, d'une expédition amphibie à Veracruz par les forces du général Winfield Scott. Et là, je vous situe au mois de mars de 1847. Le port de Veracruz va tomber après un bombardement, je vous dirais, d'une vingtaine de jours. Et un peu plus tard, à la mi-avril, aux alentours de la municipalité de Cerro Gordo, qui était une place forte aménagée par Santa Anna, eh bien, à Cerro Gordo, à la mi-avril, cette place forte-là, aménagée par Santa Anna, visant à maintenir les Américains dans les basses terres, fut prise de flanc avec un minimum de pertes dans les rangs de ces derniers. Et de Veracruz, donc, la force expéditionnaire américaine, je vous dirais, ne rencontra que peu de résistance organisée entre la plage, donc autour de Veracruz et du golfe du Mexique, jusqu'à Mexico City, la capitale. Donc, peu de résistance de l'armée de la part des Mexicains le long de ce corridor stratégique entre Veracruz et la capitale. Mais, le 20 août 1847, notez, mesdames et messieurs, que les forces de Santa Anna furent défaites lors des batailles de Contreras et de Churubusco. Et ce dernier affrontement vit une résistance quasi fanatique offerte par des déserteurs d'origine irlandaise qui combattirent donc avec Santa Anna dans un régiment qu'on appelait le régiment San Patricio, qui, vous l'aurez probablement compris en français ou en anglais, disons, est la traduction du régiment de Saint-Patrick. Donc, Saint-Patrick, qui évidemment est associé avec le peuple et la culture irlandaise.
Et les dernières résistances mexicaines furent éliminées à Monilo del Rey le 8 septembre, de même que le fort de Chapultepec qui était tombé 5 jours plus tard, le 13 septembre 1847. Et au cours de cette dernière bataille, donc ce sont des batailles qui ont eu lieu autour de la capitale de Mexico, eh bien, au cours de cette dernière bataille, les Américains n'ont... et ça, c'est important de le préciser parce que souvent, j'ai lu dans la littérature que les Américains avaient fait preuve d'un déploiement de force, un déploiement de troupes militaires d'une ampleur incroyable, incommensurable. Dans les faits, et plus particulièrement, comme je vous le mentionnais, les dernières batailles, nous sommes à la mi-1847 à peu près, les dernières batailles autour de Mexico, eh bien, ont vu les Américains, les forces américaines, aligner un total de 11 000 hommes, ce qui n'était pas énorme, face à 30 000 défenseurs mexicains, qui étaient composés pour l'essentiel de soldats professionnels et de partisans. Et ces derniers subirent des pertes avoisinant les 7 000 hommes, sans compter les quelques 3 000 Mexicains qui capitulèrent. Et pour leur part, les Américains avaient perdu un peu plus de 3 000 soldats tués, blessés et disparus lors de ces fameuses batailles-là que je vous ai mentionnées tout à l'heure pour l'approche, puis éventuellement la capture de Mexico en 1847. Alors voilà pour l'essentiel de la guerre américano-mexicaine aujourd'hui, mais en conclusion, mesdames et messieurs, je me permettrai quand même de faire un bilan, si vous me le permettez. Disons tout simplement que, en tout et partout, les forces américaines, pendant cette guerre-là, perdirent environ 5 800 hommes sur les champs de bataille, qu'on peut présumer être des tués ou des blessés au combat, ou des soldats faits prisonniers en bonne et due forme. Mais par contre, à peu près 11 500 hommes tombèrent en raison de la maladie, ce qui représentait à peu près un peu plus de 20% des effectifs engagés. Néanmoins, les États-Unis remportèrent la guerre contre le Mexique et il est probable que la campagne qui se livra à partir de la plage de Veracruz fit la différence, je pense. D'ailleurs, les qualités militaires du général Winfield Scott furent louangées. Winfield Scott, qui était et on le reverra plus tard lorsque je donnerai mon cours sur la guerre de sécession en 1861, Winfield Scott était un militaire d'expérience quand même qui avait dirigé de façon assez louable, assez notable ses forces sur le terrain, notamment à partir de l'épisode du débarquement de la plage à Veracruz. Et d'ailleurs, le président James Polk, par contre, n'aimait pas le général Winfield Scott. Alors, il y avait une petite rivalité entre le président et son commandant. Et si bien que le président a vu la chose différemment et il a carrément et publiquement dénigré les actions de son général. Et il y avait assurément une rivalité, comme je vous le disais, entre les deux hommes, si bien que le général Winfield Scott reçut l'ordre de rester au Mexique en occupation, alors que le général Taylor, Zachary Taylor, qui avait participé à la campagne, fut invité à parader devant le président. Alors, vous voyez, dépendamment dans quel camp vous vous situez, si vous êtes dans le camp de Scott ou le camp de Taylor, soit que vous voyez la chose avec honneur, ou encore, vous pouvez voir la chose comme étant une humiliation publique. Mais toujours est-il que la guerre américano-mexicaine fut conclue par le traité de Guadalupe-Hidalgo qui sera signé le 2 février de 1848. Qu'est-ce que le traité dit? Eh bien, pour l'essentiel, le traité de Guadalupe-Hidalgo a vu les États-Unis obtenir le plein contrôle de l'actuel Texas et celui de la frontière avec le Mexique qui fut fixé, et c'est toujours le cas, le long du fleuve du Rio Grande. Et de plus, bien, le Mexique dut abandonner ses prétentions sur les actuels États américains de la Californie, du Nevada, de l'Utah, de même que de larges parties du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et, pour conclure, du Wyoming. Donc, vous voyez que la liste est un peu longue, mais c'était les prétentions mexicaines, disons, que le Mexique a dû naturellement abandonner.
Et en échange, eh bien, le Mexique reçut néanmoins une somme avoisinant les 20 millions de dollars pour ces territoires, ce qui représentait moins de la moitié du montant initialement offert par les États-Unis avant le début des hostilités. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était ma courte allocution sur la guerre américano-mexicaine. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a permis, d'en apprendre un peu plus sur ce conflit-là qu'on ignore trop souvent, mais qui est quand même important encore aujourd'hui dans la découpure des relations américano-mexicaines. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour une prochaine capsule d'histoire militaire. Ici Carl Pepin, historien. Merci et à une prochaine fois.